Et donc, bonjour à tous. Sur cette nouvelle session, je le disais, j'ai laissé quelques petites minutes parce que je voyais que les connexions étaient en cours. Donc, bienvenue à tous sur ce Tech Talk Series. On est le mercredi 6 novembre et donc on est à notre épisode numéro 11, je crois, 11 ou 12 de notre série. Alors, il en restera encore 3 après, jusqu'à la fin de l'année. Donc, merci à vous de continuer à vous connecter pour ces différents sujets. L'objectif et le sujet du jour, il porte sur la partie remote support et en l'occurrence les différents outils de session qui nous sont proposés dans l'interface remote support parce que on oublie pas forcément, mais en tout cas, c'est un produit qui est extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur et c'est vrai qu'en règle générale, on se souvient toujours des choses les plus essentielles ou en tout cas celles qui sont absolument nécessaires à tous les clients. Mais il y a vraiment beaucoup de petites choses dans l'outil lui-même qui permettent de valoriser le produit, qui permettent de se différencier par rapport à la concurrence, qui permet des fois d'avoir des usages qu'on n'avait pas envisagés. Et c'est d'ailleurs pour ces petits usages en général qu'on fait la différence et qu'on gagne beaucoup de projets en remote support. Donc, je voulais le rappeler sur cette session-là, sachant que tout ce qui va être dit sur remote support est quasiment vrai sur Privilege Remote Access aussi. Alors, c'est souvent vrai, mais c'est souvent moins percutant parce que dans remote support, comme on est sur un outil en 1 vers 1, un technicien vers un utilisateur, on a ce besoin d'interaction, on a ce besoin de fonctionnalités dont on va pouvoir parler. En Privilege Remote Access, il y a certains outils qui sont moins pertinents parce que justement, il n'y a personne à l'autre bout, donc il y a moins d'interactivité. On est souvent connecté non pas dans la session d'un utilisateur, mais on est connecté en tant que compte administrateur, souvent généré par le coffre-fort. Donc, il y a quand même un certain nombre de nuances à apporter. C'est pour ça que j'ai traité vraiment le sujet au travers de Remote Support, parce que ça me semble le plus important. Alors, j'ai fait dans cette présentation pas mal de print screen, en fait. Et puis, dernier moment, je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas mieux de vous faire en live pour être un peu plus interactif et plutôt que de passer sur des slides comme ça où on entoure des choses et on dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Peut-être plutôt d'essayer de vous le faire en live. Et donc, je me lance. Il y a toujours normalement l'effet démo, mais on va faire en sorte que cette fois-ci, ce soit pas le cas. Et donc, je vais partager directement cette console Remote Support. Et donc, dans cette console Remote Support, avant même de parler de la session en elle-même vers le poste en question, le poste de l'utilisateur dont on pourrait avoir besoin, déjà dans cette console, le technicien, il a un certain nombre de fonctionnalités qui lui sont proposées. Parmi ces fonctionnalités, il y en a qui sont très évidentes. Je vois que ça a changé d'écran, voilà. Il y en a qui sont très évidentes, comme par exemple la gestion des files d'attente. Donc les files d'attente dans la partie remote support, c'est quand même très important, hein. Ça nous permet de structurer un petit peu le cheminement des sessions. Ça permet d'orienter la session de l'utilisateur vers les bonnes personnes du support technique. Typiquement, quand vous utilisez des mécanismes de type support button ou quand vous utilisez le formulaire dans le portail, les files d'attente vont avoir un très grand rôle là-dedans. Quand vous utilisez de la mécanique plutôt où c'est le technicien qui initie la session, par exemple, parce qu'il voit les postes disponibles dans son interface ici et c'est lui qui vient double-cliquer pour initier la session, c'est moins utilisé. Okay, parce que là, c'est déjà lui, c'est sa file d'attente personnelle qui va être utilisée. Mais sinon, c'est vrai que quand c'est l'utilisateur qui vient demander du support, on va avoir de l'intérêt à utiliser les files d'attente. Pareil pour le technicien, cette possibilité de proposer des sessions, il a des options qui lui sont proposées, qui lui sont disponibles là-haut, hein, que vous pouvez piloter, mettre certains boutons ou pas, pour lui permettre de déclencher une session ou d'opérer le démarrage d'une session d'assistance à distance. Le plus utilisé là-dedans étant la clé de session, hein, qui nous génère une clé à usage unique, qui va avoir une durée de vie, qu'on va pouvoir envoyer directement à partir de la plateforme ou qu'on peut dicter au téléphone ou par un texto ou je ne sais quoi à l'utilisateur qui doit se connecter. Mais voilà, c'est l'une des méthodes de connexion qui est le plus utilisée ici. Des options qui sont peut-être un peu moins utilisées par le commun des mortels, on va dire, c'est déjà cette partie-là. Je ne sais même pas si certains d'entre vous l'avaient vraiment vu, mais du coup, on a un état de savoir si on est disponible, occupé, absent. Vous êtes tous habitués à utiliser du Teams ou d'autres outils de collaboration. On est un peu sur le même cheminement. L'idée, quand on est occupé ou quand on est absent, c'est que ça peut avoir, pareil,
une action ou une mécanique en fait de savoir, par exemple, si j'ai une nouvelle demande qui arrive dans une file d'attente auquel j'appartiens, bah, est-ce qu'elle va m'être proposée ou pas? Des fois même proposée en automatique, donc assignée automatiquement à ma personne. Donc le statut peut être intéressant pour identifier en fait que on va être capable de recevoir une session d'une demande d'assistance. Donc ça c'est beaucoup moins utilisé, c'est vrai qu'il faut en avoir l'usage, hein, mais en tout cas ça existe. Une autre fonctionnalité, alors là je peux pas vous la montrer en tant que telle, mais on va quand même en parler, c'est cette partie d'écran là. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, mais cette partie d'écran là c'est du chat. C'est du chat et vous le savez, vous utilisez le chat dans Remote Support entre justement le technicien et la personne qui est à l'autre bout. Sauf que ce chat-là, c'est pas la même chose. Ce chat-là, c'est du chat entre les techniciens eux-mêmes. C'est-à-dire que là, moi, dans cette console, je suis connecté et j'ai pas d'autres collègues qui sont connectés actuellement sur la même instance. Mais si c'était le cas, je les verrais dans ma liste ici, je verrais mes collègues connectés et je serais capable de chatter avec eux. Très pratique, par exemple, je suis avec un client, je suis en train d'essayer de le dépanner, mais finalement, je trouve pas la solution, mais je sais que j'ai un collègue à moi qui peut être là. Alors, on va parler des outils de collaboration après, mais ça, c'est déjà de la collaboration, le fait de pouvoir poser une question sans quitter ma console à un autre technicien qui va pouvoir m'aider et me proposer des solutions. En plus de pouvoir me répondre, vous voyez qu'il y a un petit bouton en bas qui s'appelle montrer l'écran. C'est une option que vous pouvez donner aux techniciens. Ça leur permet de montrer leur écran l'un envers l'autre. Okay, il n'y a pas besoin que je me connecte sur le poste d'un autre technicien, mon voisin, mon collègue à côté. Je peux lui montrer directement mon écran pour qu'il m'explique ou l'inverse pour que moi je lui montre les étapes qu'il faut réaliser pour résoudre le problème en question. Donc petite fonctionnalité assez peu visible, assez peu connue, mais finalement qui peut vraiment dépanner les techniciens sans quitter l'environnement. Encore une fois, ils ont un outil pour discuter entre eux, pour échanger des informations, des tips sur la résolution de problèmes qui peuvent exister. Donc ça, c'est les outils que j'appelle hors session. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'ouvrir une session vers un poste pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir en avoir le bénéfice. Je ne parle pas des outils d'exploitation ou d'administration, hein, comme les boutons ici ou comme la liste des autres utilisateurs au sens association d'objets. Ça fait plutôt partie de l'administration. C'est pas les outils de session en tant que tels qui vont nous intéresser ici. Donc les outils de session hors session elle-même, on va dire. Et puis enfin, quand on est dans une session, les outils qui nous sont proposés. Donc là, je me mets dans le cas de figure où j'ai besoin de fournir de l'assistance à un utilisateur. Alors là, logiquement, je devrais déjà être dans la session de l'utilisateur et voir son écran, hein. Ça semble tout à fait pertinent, mais l'objectif pourquoi j'arrive sur cette mire-là, c'est pour vous expliquer que justement, quand on a double-cliqué, donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai juste double-cliqué sur cette machine-là et je me suis retrouvé sur l'écran de la machine en question. On a déjà des choses qui nous sont aussi possibles. Okay, on est déjà connecté parce que le Jump Client, quand il est préinstallé, il nous donne un accès vraiment console. Dans ces outils qui sont disponibles, il y a des choses extrêmement basiques mais extrêmement importantes quand même. C'est cette partie gestion de l'affichage, gestion d'écran, avec la notion de scaling, donc le fait de pouvoir zoomer ou dézoomer à l'intérieur de l'écran, la gestion des couleurs, et ça semble assez neutre comme ça, mais finalement, ça peut être très intéressant quand on est sur des faibles bandes passantes, de pouvoir optimiser, ou voire même de passer, ça m'est arrivé quelques fois, de passer en noir et blanc. Et c'est assez impressionnant, hein, la différence de fluidité quand on passe d'un mode dégradé sans couleur à un mode pleinement optimisé d'un point de vue affichage. En termes de fluidité, c'est très important. Donc quand on est là pour résoudre un problème, finalement les couleurs, c'est peut-être anecdotique. Donc dans certains cas de figure, sur des liens à faible bande passante, ça peut être des petites choses qui vont faire la différence aussi en termes de fluidité. La gestion du passage en mode full screen, quand on souhaite avoir un meilleur affichage ou quand on souhaite avoir une plus grande fenêtre qui nous est disponible, ça c'est directement disponible. J'ai pas besoin de voir l'écran encore pour pouvoir directement le gérer là-dedans. L'autre élément, et c'est pour ça surtout que je me suis connecté simplement sur la mire de login et pas dans une session utilisateur, c'est le coffre-fort. J'en ai parlé pour Privilege Remote Access, j'avais même fait une session dédiée sur cette partie coffre-fort. Remote Support possède un coffre-fort.
C'est l'un des outils d'ailleurs, c'est l'une des fonctionnalités qui différencie Remote Support de tous ses autres concurrents. Le coffre-fort. Ça nous permet de fournir à nos équipes support des comptes sans qu'ils en connaissent le mot de passe, mais qu'ils puissent l'utiliser. Comme par exemple ce cas de figure où j'ai besoin d'intervenir sur une machine, en dehors d'un moment où l'utilisateur est connecté, il va falloir que je me connecte dessus. Et si j'ai besoin de permissions avancées, il va falloir que j'utilise peut-être un compte administrateur, c'est pas le cas ici, mais pour pouvoir me connecter et pour pouvoir opérer les actions de base. Enfin de base ou même les actions avancées. Donc le coffre-fort, vraiment, vraiment, vraiment très important. Dans le monde de la prise de main à distance, on sait que les utilisateurs, les techniciens de support, sont des utilisateurs à privilège. Bien évidemment, ils connaissent tous, à un moment donné, un compte qui va leur permettre d'élever leurs privilèges, d'obtenir ces privilèges. Et si c'est pas le cas, en fait, c'est qu'on est sur du support très bas niveau. Mais dès qu'on monte dans les couches, ils ont besoin d'un compte d'administration parce que ça fait partie de leur métier de base. Donc c'est important de le noter, c'est que ce coffre-fort, il va avoir un vrai intérêt dans les sessions de prise de main à distance. Et donc une fois connecté, là on a tout un tas d'outils qui nous sont proposés, des choses pareil, assez basiques mais auxquelles vous êtes habitués, hein, cette partie droite avec la partie chat qui nous permet donc de discuter entre le technicien et l'utilisateur. Donc l'utilisateur de son côté, le chat, elle est représenté par cette petite application qu'on appelle le Customer Client, dans lequel il va pouvoir lui aussi échanger des informations. Il va pouvoir aussi envoyer des fichiers directement dans le chat, de la même manière que le technicien peut lui aussi envoyer des fichiers grâce au bouton ici. Alors avec la traduction, on voit pas tout, mais c'est bien envoyer un fichier qui est présent là. On a aussi ce qu'on appelle les messages embarqués. Les messages embarqués, c'est des messages que vous pouvez mettre à disposition de vos techniciens pour qu'ils soient capables, sans faire de faute d'orthographe, sans avoir à passer 10 minutes à taper le message qui vont bien, vous pouvez leur embarquer des messages directement préécrits. Comme ça, ils ont juste en un clic à les sélectionner pour les fournir. Donc, plutôt pratique. Pareil, donc la notion de fichier, la notion de chat, la notion de whiz aussi. Envoyer un whiz, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement toquer à la porte, grosso modo. Ça permet de réveiller l'utilisateur. On sait que si j'ai pris la main à distance sur son poste, il est possible que l'utilisateur à l'autre bout, il parle avec son collègue, il décroche son téléphone perso, il envoie des messages et donc il regarde pas l'écran, il sait pas et pourtant j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, donc j'ai beau lui envoyer des messages dans le chat, ça va pas agir. Donc le fait d'envoyer un whiz, souvent ça peut déclencher un pop-up sonore surtout. Qui va nous permettre d'attirer l'attention de l'utilisateur quand on en a besoin. C'est du détail encore une fois, mais ça peut faire la différence. Des choses qui sont très importantes là pour le coup à mon sens, alors les informations de session soit, mais surtout les affichages. Les affichages ici, je suis sur une machine qui est mono écran, donc j'en ai qu'un, bien évidemment. Mais si mon utilisateur il avait 2 écrans, 3 écrans, 10 écrans, je les verrais tous ici, ces fameux écrans, et c'est à moi technicien qu'incombe la charge de sélectionner l'écran vers lequel je veux aller pour voir son contenu. On n'est pas sur des outils, quand on nous compare à des outils comme du Teams ou comme des outils de communication plus, c'est pas le destinataire qui va choisir ce qu'il me partage. C'est moi qui vais avoir cette capacité de prendre la main et de contrôler les choses. Alors, si votre souhait, c'est que ce soit l'utilisateur qui contrôle ce qu'il partage, c'est aussi possible. Okay, je vous montre l'ampleur des possibilités. Mais au plus, le technicien, il peut être à même lui-même de passer d'un écran à l'autre, parce qu'on sait tous que quand on clique sur un truc, c'est jamais sur le bon écran que ça va venir s'afficher. Donc, très important cette partie affichage. Important aussi, et on le voit pas bien parce que j'avoue que l'option, elle est quand même pas hyper visible, c'est tout en bas là. Vous avez une petite option où en fait, vous avez dans vos politiques, et on aura l'occasion d'en reparler, la capacité de définir ce qui se passe à la fin de la session. Alors, c'est quoi la fin de la session? C'est grosso modo, pour généraliser, c'est quand je vais cocher sur la croix rouge. Ici ou ici. Moi, en tant que technicien, je considère que la session est terminée. J'ai soit résolu le problème, soit pas. Mais en tout cas, je peux pas aller plus loin. Donc, je clôt la session en cochant sur cette croix rouge. Ce que me dit cette option en bas, c'est ce qui va se passer. Déconnecter l'utilisateur, là dans mon cas précis, c'est pas une très bonne idée. S'il y avait quelqu'un qui travaillait, il va devoir se reloguer. Okay.
Donc, en règle générale, sur du remote support, on est plutôt sur du ne rien faire. Okay, on choisit plutôt cette option de ne rien faire, ce qui signifie que l'utilisateur, il va rester dans la session comme si de rien, même si moi je suis parti. Alors que par exemple en Privilege Remote Access, en effet, on choisit plutôt l'option déconnecter l'utilisateur qui est beaucoup plus pertinente. Donc dans du remote support, on choisit souvent ne rien faire. Par contre, dans certains cas de figure, j'ai peut-être besoin, parce que j'ai opéré après des heures ouvrées, l'utilisateur m'avait laissé son poste, j'ai fait toutes les mises à jour, j'ai réparé le souci, et maintenant quand je quitte la session, je veux être sûr que ça ferme la session derrière, je vais pouvoir modifier l'option de base grâce à ce petit menu si c'est souhaité. Ça c'est pareil, on le contrôle bien évidemment par les stratégies, on contrôle ce qu'on fait, ce qu'on autorise ou pas au technicien. Est-ce qu'il a le droit de modifier cette action par défaut ou est-ce que finalement c'est une action par défaut et c'est pas lui qui a la main dessus. Donc gardez à l'esprit qu'on a bien cette option-là du comportement de session une fois qu'elle est terminée. Dans les autres outils encore qui sont mis à disposition, on a tous ces petits boutons là, tous ces petits boutons en haut à gauche, donc qui vont nous permettre de dire si oui ou non on a la souris. Donc là, typiquement, je laisse l'utilisateur, je n'ai pas le contrôle de sa souris, je le laisse travailler. Ça, c'est bien aussi quand on cherche en même temps sur un autre écran. On sait que des fois, avoir deux souris en même temps dans une session, ça peut perturber tout le monde. Donc, on peut désactiver la souris pour éviter de mettre le bazar sur le poste de l'utilisateur à l'autre bout. L'arrêt du partage d'écran, ça, je vais arrêter, je vais directement... Pourquoi ma souris ne fonctionne plus? C'est le fameux effet démo, je l'avais dit sur cette partie-là. Ok. Donc le partage d'écran qui va me permettre d'arrêter de voir l'écran de l'utilisateur. Pareil, j'ai besoin de travailler à côté, j'ai pas forcément besoin de laisser l'affichage. Par contre, je veux conserver la session. Le partage d'écran n'est qu'une des fonctionnalités de la prise de main à distance. On va l'évoquer ensuite, mais je peux tout à fait à un instant T ne pas avoir besoin de voir l'écran de l'utilisateur et je peux arrêter cet affichage-là au moment souhaité. Je peux annoter l'écran, donc écrire dessus, dessiner dessus, parce que ces options-là, ça peut être intéressant typiquement si vous n'avez pas le contrôle. On sait que dans Remote Support, vous pouvez avoir la main, vous pouvez contrôler la souris de l'utilisateur, mais dans certains cas, vous n'aurez pas le contrôle. Dans certains cas, vous êtes en lecture seule. Vous voyez, vous pouvez chatter, vous pouvez conseiller, vous pouvez dessiner sur l'écran, mais vous ne pouvez pas cliquer à la place de l'utilisateur. Ça arrive dans certains milieux très sécurisés ou pour certains utilisateurs, les top VIP, c'est pas vous qui cliquez à sa place sur les différentes applications. Et dans ce genre de situation, cette partie annotation est très importante. La gestion des reboots, hyper intéressant aussi. On a tous besoin à un moment donné de redémarrer un poste pour X raison que ce soit. Et on sait que quand on a fait une prise de main à distance, redémarrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réinitialiser, recommencer une nouvelle session avec l'utilisateur une fois que le poste a redémarré, une fois que l'utilisateur s'est reconnecté dans la session. Donc, les options de redémarrage que vous avez ici, par exemple, redémarrer là, il va redémarrer le poste, mais surtout, il va dire à l'agent, j'en ai pas fini avec toi. Donc, dès que tu auras redémarré, moi, ma session, je vais la garder ouverte. L'onglet ici, il va rester ouvert. Le poste va redémarrer. Je vais bien sûr pas voir l'écran parce qu'à un moment, je perds le réseau. Mais je vais avoir une petite moulinette qui va attendre. Et dès que le poste aura redémarré, je vais avoir l'écran. C'est déjà une première chose. Par contre, je vais avoir quel écran? Je vais avoir l'écran de la mire de login. Ce qui est bien, s'il y a l'utilisateur qui est de l'autre côté, je vais le voir faire CTRL-ALT-SUP, taper son mot de passe, que je ne vais pas voir bien évidemment, et je vais me retrouver dans la session, donc tout va être pour le mieux. Par contre, si l'utilisateur il est parti, c'est trop tard, j'ai plus la main. Alors peut-être que j'ai le coffre-fort qui peut me permettre de me connecter avec un compte autorisé, mais si j'ai besoin d'être dans la session de l'utilisateur, je suis bloqué, je peux plus travailler. Si ce n'est le fait qu'il m'ait donné son mot de passe, ce qui est absolument pas recommandé, bien évidemment. Donc, on a une autre méthodologie, c'est celle-ci, où je vais pouvoir demander à l'utilisateur dans sa session de saisir son login et son mot de passe. Moi, j'ai pas besoin de le connaître. J'ai pas besoin de le noter sur un post-it. Ça va être stocké de manière chiffrée simplement dans cette session-là et dans cette session-là seulement. C'est-à-dire que la session d'après, c'est terminé, j'ai plus l'information. Mais l'idée de pouvoir le faire saisir ce mot de passe, c'est que si j'ai besoin de redémarrer le poste, je vais avoir un autologon.
Donc, même si l'utilisateur est parti boire un café ou parti parce qu'il est 7 heures du soir et qu'il doit rentrer chez lui, et ben, même en initiant un reboot, je vais me retrouver dans sa session à lui. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est conforme ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, vous avez la capacité de le faire si on vous en a donné les permissions. Faut pas oublier que tout ça, c'est logué, hein. Toutes les actions que je fais, que ce soit dans le chat, que ce soit dans les onglets, via les boutons, tout ça, c'est logué en vidéo et en texte. Donc, même si je le fais, même si l'utilisateur est parti, il y aura une trace et on saura qui a fait quoi dans la session. La gestion du contrôle Alt-Supr, bon, rien de faramineux. Et puis, cette petite baguette magique qui nous amène tout un tas d'actions rapides, on va dire, pour accéder à différentes fonctions comme afficher le bureau, ajouter une imprimante et ouvrir la partie regedit, ouvrir le exécuter. Donc, c'est plus des raccourcis qu'autre chose. Par contre, on a des super raccourcis, on va dire, ou plus exactement des choses que vous pouvez vous-même définir. C'est ce qu'on appelle les scripts prédéfinis, où vous allez pouvoir embarquer des actions dans des scripts, qui peuvent être des scripts sur différents langages. Vous voyez, j'ai des scripts PowerShell ici, j'ai des scripts plutôt batch ici. Vous définissez vos scripts, vous les donnez en accès à vos techniciens et en un seul clic, ils sont capables de déclencher des demandes, des actions. Des choses aussi basiques que faire un flush DNS. Alors vous allez me dire, c'est bon, la commande, elle n'est pas très longue, je peux quand même le faire. Oui, bien évidemment, vous pouvez le faire, mais c'est simplement pour aller plus vite sur certaines actions, mais surtout pour pouvoir déléguer des actions, des scripts complexes que certains techniciens n'auraient pas su faire, n'auraient pas maîtrisé la commande complètement ou les commandes successivement. En un seul clic, vous allez pouvoir opérer des actions qui sont parfois très complexes. Donc ça, c'est vraiment intéressant, les can scripts. Ça nous permet vraiment de bien agir de manière efficace. L'autre petit élément que je note là-dessus, vous voyez qu'il y a certaines actions avec un, entre parenthèses, privilège accru, privilège accru, privilège accru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes capable de lancer avec une élévation de privilèges, tout du moins avec des privilèges système, ces outils-là. Alors, on va le voir après justement dans les onglets, mais ce qu'il faut bien comprendre quand on se connecte sur un Jump Client, c'est que ce Jump Client préinstallé, hein, j'entends, il a été installé, il y a un service qui tourne en local system. Ce qui signifie que les outils qui sont lancés par le processus du Jump Client peuvent hériter de ces privilèges. Et donc peuvent être lancés avec des accès privilégiés sans avoir à saisir de login et de mot de passe. Ce qui va être très pratique. Parce qu'on sait que dans certains cas de figure, il faut que je rajoute une clé de registre dans HK Local Machine. Dans certains cas de figure, il faut que je sois capable de killer un process pour que ça refonctionne. Dans certains cas de figure, il faut que je sois capable de redémarrer un service. Ces actions-là, ça nécessite des privilèges. Si l'utilisateur, il les a pas, ces privilèges, moi non plus, parce que je suis lui dans sa session. Donc, oui, je peux faire de l'élévation. Oui, peut-être que je peux utiliser un compte dans le coffre-fort en ayant un pop-up UAC et en injectant les credentials dedans. Mais il y a des choses basiques qui sont hyper efficaces de pouvoir les exécuter directement avec les privilèges de l'agent, qui sont encore une fois des privilèges système. Alors d'ailleurs, comment je sais que mon agent il a ces fameux privilèges système? C'est parce que ici, j'ai un petit bouclier qui est gris. S'il est gris, c'est qu'il est déjà activé en fait. Il est déjà, je les ai déjà, donc j'ai pas besoin de pouvoir cliquer dessus. Mon agent ici, il possède les privilèges, il tourne en local system, donc tout va bien. Et je peux faire la majorité des choses, la totalité des choses. Si cet agent, si ce petit bouclier, il est orange, il est allumé, ça veut dire que votre agent, c'est un agent de session. C'est-à-dire qu'il a été utilisé, par exemple, avec une clé de session. Il a été déployé avec une clé de session et il est juste démarré dans la session utilisateur en tant qu'utilisateur. Et donc, vous n'avez pas les privilèges. Et donc, ce petit bouclier, il peut vous permettre d'obtenir les privilèges, par exemple, grâce au coffre-fort. Encore une fois, vous cliquez sur le bouclier, il y a un pop-up qui se présente à vous. Soit vous pouvez taper un mot de passe, soit vous pouvez demander à l'utilisateur de taper un mot de passe, ce qui est normalement aberrant en soi, mais ça existe. Soit vous pouvez injecter un compte du coffre-fort pour obtenir et faire en sorte que votre agent devienne privilégié. Je dis bien votre agent devienne privilégié. Hein. C'est pas vous qui devenez administrateur. C'est pas l'utilisateur qui devient administrateur. C'est pas la session qui devient administrateur. C'est l'agent qui devient administrateur, système. Donc, seules les actions opérées par l'agent seront privilégiées, mais pas vous. Si vous cliquez sur l'icône Chrome du bureau, vous restez simple utilisateur. Okay, il faut bien avoir cette nuance quand on parle d'élévation de privilèges.
On ne devient pas quelqu'un d'autre. On reste l'utilisateur. Très important. Mais on a les mécaniques qui nous permettent de fluidifier cette obtention de privilèges. Et donc, si je continue là-dessus, sur ces privilèges-là, bah, ça va m'emmener sur les autres onglets. Parce que ces onglets-là, ils me sont amenés par mon agent, justement. Typiquement, l'interpréteur de commande. L'interpréteur de commande, ça me permet d'avoir un CMD ou un autre interpréteur de commande parce que vous pouvez choisir l'interpréteur de commande que vous souhaitez. Vous allez me dire, bah, finalement, j'aurais pu lancer un CMD. Oui, vous auriez pu le faire, mais vous auriez été utilisateur. Ici, vous êtes système. La preuve, who am I? Je suis système. Ce qui signifie que toutes les actions, toutes les commandes que je vais faire là-dedans, elles vont être privilégiées. Donc, deux intérêts. Un, l'utilisateur, il ne voit pas ce que je tape. Il ne pourra pas revenir dans l'historique, il ne pourra pas voir ce que j'ai fait, il ne pourra pas essayer des choses a posteriori de ma session. Donc déjà, ça reste un environnement qui m'est propre, que lui ne voit pas. Deuxième chose, je suis système. Troisième chose, c'est contrôlable, bien évidemment, parce que être système dans un interpréteur de commande, c'est avoir beaucoup de pouvoir. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que oui ou non, je le donne en accès à mes techniciens? C'est quelque chose que vous êtes capable de pondérer. On retrouve le fait d'avoir vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres d'interpréteurs, un peu comme dans un PuTTY où vous pourriez avoir plusieurs interpréteurs de commande à ce niveau-là, donc de la même manière ici. Vous pouvez là aussi utiliser des can scripts directement dans la session. Le transfert de fichiers. Je vais voir, comme dans une sorte de FileZilla ou quelque chose comme ça, l'ensemble des disques de mon utilisateur, l'ensemble des disques locaux de ma machine. Si je veux faire transiter des dossiers et des fichiers d'un côté ou d'un autre, je vais pouvoir le faire. Grâce au petit bouton ici, je peux aussi, du côté de l'utilisateur, aller créer une structure. J'ai besoin de lui créer un répertoire temporaire, je vais le faire. J'ai besoin ensuite de lui copier dedans des fichiers, je vais pouvoir les transférer. Tout ça aussi, c'est contrôlable. Est-ce que je donne accès à l'onglet? Oui ou non. Est-ce que j'ai le droit de faire de l'upload? Oui ou non. Du download? Oui ou non. Est-ce que j'ai des répertoires sources et destinations limités? À voir. Donc tout ça, on va pouvoir le contrôler. Encore une fois, c'est pas du tout ou rien. C'est vraiment granulaire et contrôlable. Mes informations système. Avant de poser les pieds sur le poste de l'utilisateur, comprendre comment va le poste, c'est quoi comme poste, est-ce qu'il y a des process en cours, est-ce que j'ai assez de mémoire, est-ce que j'ai encore de l'espace disque, quel est l'état de santé de mon poste. Je vais avoir un petit résumé déjà, mais je vais avoir après des vues beaucoup plus détaillées. Et à chaque fois, vous avez ces petits boutons-là qui vont avoir plus ou moins d'options, plus ou moins d'actions, on va dire, dans les outils. La liste des périphériques, bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Typiquement, on voit ici qu'on a des boutons de copier, des boutons de sauvegarder. Vous pouvez exporter dans un fichier, grâce à ça, la liste des périphériques. Vous pouvez les copier dans votre presse-papier, par exemple, pour aller les coller dans votre outil de ticketing. Et ça, vous allez les retrouver surtout sur tous les onglets, voire même avec des options additionnelles. Là, par exemple, processus, c'est comme un task manager. Si demain, je sais que ce process-là, c'est un process qui pose problème, j'ai un petit bouton kill directement. Pourquoi? Parce que cet onglet-là, encore une fois, il est géré par mon agent. Donc, j'ai des permissions. Donc, je peux opérer des choses même en dehors du contexte utilisateur en tant que tel. Pareil, un petit refresh pour avoir un rafraîchissement de l'information. Tout ça, c'est pas du temps réel pour des questions de performance, hein, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'on a les petits boutons de refresh qui vous permettent de, à un instant T, dire à l'agent, donne-moi cette information-là. Donc, les petits boutons de refresh importants à traiter, le copier-coller dans le presse-papier pour pouvoir le mettre dans un outil de ticketing, par exemple, la sauvegarde dans des fichiers pour ensuite, pareil, les uploader ou les analyser plus tard, ça peut être intéressant. Et donc, on retrouve les périphériques, les processus, on retrouve les différents journaux d'événements qui vont nous être mis à disposition. Pareil, les petits boutons copier-coller. Donc, il y a tous les journaux qui nous sont disponibles. La liste des programmes, j'ai quoi comme programme installé, j'ai quoi comme mise à jour installée de Windows, j'ai quoi comme tâche planifiée au niveau du système. Donc, tout ça, pareil, on va pouvoir les voir. On va même pouvoir désinstaller des agents directement à partir des applications à partir de là. Alors, pour peu que l'outil de désinstallation soit bien linké, hein, qu'il y ait derrière tout le process de désinstall qui soit mis en place, mais c'est envisageable. En tout cas, je peux pas vous dire que ça fonctionnera dans 100% des cas, mais en tout cas, c'est envisageable. Donc, c'est des choses vraiment qui vont nous permettre d'avoir une vue exhaustive et très rapide sur l'état de santé du poste. Pareil, je parlais tout à l'heure des services.
bah, la console de service, elle est bien, hein, je peux voir les services, mais si je suis pas admin, je pourrais rien faire dedans. Ici, j'ai les boutons d'action rapide juste là qui vont me permettre de dire bah, ce service, c'est pas logique qu'il soit arrêté, il devrait être démarré, boum, je le démarre. Ou au contraire, je sais pas, je sais pas, le print spooler, c'est un bon, comment il s'appelle? Trop de services. Spooler d'impression. Bah, pour le redémarrer, j'ai un problème d'impression, je vais dessus, directement je redémarre le spooler d'impression. Encore une fois, je suis local system, donc je peux le faire et mon utilisateur qui avait peut-être une file d'impression bloquée, eh ben, il est débloqué, il est content. Il ne sait pas exactement ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai pu l'aider, le dépanner très rapidement. Même chose, encore une fois, l'accès au registre. L'accès au registre, si je suis simple utilisateur, bah oui, je vais pouvoir modifier des choses dans HK Current User, mais je vais pas pouvoir ajouter, modifier, supprimer des choses dans cette partie-là. Donc, si en l'occurrence, j'ai besoin de rajouter ou de supprimer une clé à ce niveau-là, bah, je vais pouvoir directement moi le faire en tant que système grâce à mon agent, grâce aux options qui me sont proposées ici. Ajouter, supprimer, modifier, tout ça, ça va être disponible. Et encore une fois, bah, tous ces onglets-là, c'est vous qui en avez le contrôle, vous définissez qui a le droit d'utiliser quoi sur quelle machine. Donc on voit que c'est très riche, très très riche en termes de fonctionnalités, en termes d'usage. Pour le technicien, il peut faire beaucoup de choses de manière autonome, sans avoir forcément besoin d'être un administrateur. Déjà avec l'agent qui est local system, il a beaucoup de richesses fonctionnelles. Dans ces richesses, bah, j'ai commencé à parler du petit bouclier et ce sera notre dernière section. Il y a d'autres icônes à côté, très utiles aussi. Typiquement, d'abord, les deux premières icônes qu'on retrouve avec une tête de bonhomme et une flèche ou un plus. Le transfert. J'ai atteint mes limites, je ne sais pas résoudre le problème et je vais transférer la session à quelqu'un d'autre. Plus exactement, à une équipe, à une file d'attente. Okay, donc, soit de manière nominative, soit de manière globale. Je dis, bah, en fait, tu m'as appelé pour un support d'impression, mais c'est un problème du VPN. Je te transmets à l'équipe, à la file d'attente réseau, support réseau. C'est eux qui vont me dépanner. Si je transfère la session dans une de ces files d'attente, parce que moi je les vois du coup, elle va arriver là. Okay, et donc, tous les gens voyant ces files d'attente vont voir une nouvelle session disponible et vont pouvoir accepter la session à leur tour. Soit de manière automatique, soit de manière manuelle, bon, en tout cas, va être affecté à quelqu'un d'autre, à un autre technicien. J'ai perdu l'écran. Ok. Et mon deuxième écran qui clignote, pardon. L'option de plus pour ajouter un technicien. Donc, c'est pas une notion de transfert, c'est une notion d'ajout de technicien. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un, je vais pouvoir l'ajouter directement dans ma session pour pouvoir le traiter en tant que tel. Alors, pardon, je la donne là. Ok, normalement, vous voyez toujours mon écran. Ça devrait être bon comme ça. Donc, le petit plus qui me permet d'inviter un technicien de mes équipes ou un technicien externe. Donc, possibilité d'inviter une ou plusieurs personnes directement dans ma session avec un contrôle de ce qui va pouvoir opérer dans cette session-là aussi. Mais on va être plusieurs. On doit être plusieurs à manipuler la souris, le clavier. On va être plusieurs à pouvoir chatter. On va être plusieurs à pouvoir aider finalement l'utilisateur. Donc, la partie collaborative ici, c'est le mot-clé qui va bien pour traiter cette partie collab, cette partie invitation, où vraiment on va être capable d'être efficace dans l'approche. Si je peux inviter, je peux enlever. Je peux supprimer les gens que j'ai invités. Donc, je garde la main complète sur les gens que j'ai invités dans ma session et je vais pouvoir les mettre dehors. Ils restent mes invités. Okay. Donc, c'est intéressant. La petite icône qu'on a ici, le support button, donc moi elle est grisée, j'ai pas la possibilité de le faire. Support button, ça me permet de poser une icône ici sur le bureau de l'utilisateur qui va en fait représenter l'accès au support. Et donc, ça lui permettra à cet utilisateur, a posteriori, de se dire « Ah bah j'ai besoin du support, je clique là-dessus et je vais rentrer dans une file d'attente automatiquement pour qu'on me propose du support. » Donc, c'est un des usages de mise en relation. C'est pas tout le temps très utilisé. La petite épingle, est-ce que c'est un agent permanent ou volatile? Est-ce que c'est un agent qui disparaît à la fin de la session ou est-ce que c'est un agent qui reste à demeure?
Ici, l'épingle, elle est plantée, donc l'agent, il va rester là. Je sais que c'est un agent permanent. Si je suis sur un agent volatile, l'épingle, elle est déplantée. Mais j'ai la possibilité de le planter. Okay, donc, j'ai la possibilité de dire, ben voilà, c'est la première fois que j'ai fait une session de support avec toi, avec une clé de session, par exemple. Hop, on a été mis en relation, j'ai vu. Par contre, je sais que il y a de grandes chances que j'ai besoin de nouveau de me connecter sur ton poste et de t'assister sur certaines étapes. Et ben, je vais épingler l'agent pour qu'il soit là à demeure et que la prochaine fois, moi, je sois capable de voir ton poste, de double-cliquer dessus pour m'y connecter. Et puis enfin, un petit lien ici qui nous permet en fait de lancer. Donc ça se customise, hein, c'est vous qui mettez ce que vous souhaitez. En fait, ça va vous permettre d'utiliser simplement des informations de la session pour vérifier dans votre navigateur des données. Comme le fait par exemple de dire vérifie que l'IP cliente par exemple de la machine fait pas partie d'une blacklist. Donc, n'a pas été blacklisté. Si la question de l'utilisateur, c'est de dire, je comprends pas, moi, j'arrive pas à envoyer des mails de chez moi, on peut vérifier que l'IP, son IP sortante, n'est pas blacklistée et que finalement, ça peut être un des cas de figure. Pareil, c'est assez peu utilisé, en tout cas à ma connaissance, mais vous avez possibilité quand même de mettre comme ça les liens que vous souhaitez en recherche directement, qui vont en fait exploiter des données de la session dans des outils que vous allez utiliser en frontal. Pardon. Voilà en gros pour les outils de session. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, la dernière chose que je voulais faire, c'était ça. On va passer en plein écran. Simplement pour vous dire que tout ça, je vous l'ai dit au fil de l'eau, je vous ai dit c'est réglable. Et comment c'est réglable? C'est réglable par ce qu'on appelle les session policy. Donc les session policy, ça ressemble à ça. J'ai été obligé de mettre plusieurs parce qu'il y a beaucoup de choses dans une session policy. Mais en fait, vous retrouvez tout ce dont j'ai parlé. Vous retrouvez justement le fait de contrôler, par exemple, le fameux onglet Command Shell, interpréteur de commande. Le fameux onglet Registry. Le fait d'avoir le droit ou pas d'utiliser des scripts embarqués. Le fait de pouvoir définir ce qui se passe à la fin de la session. Okay, est-ce qu'il ne se passe rien? Est-ce que je ferme la session? Etc. Le fait d'avoir le droit de voir ou pas le petit bouclier, le petit bouton de support, le fait de voir l'épingle, le fait d'avoir le droit de chatter. Donc, tout ce que vous avez vu, toutes les fenêtres, toutes les options, le partage d'écran, les annotations, je ne vais pas tous les citer, tout ça, c'est gérable grâce aux Session Policy qui viennent s'implémenter soit sur un utilisateur ou groupe d'utilisateurs, soit lors d'une invitation, soit directement sur un poste. Et donc, vous avez comme ça une imbrication, une hiérarchisation, on va dire, des Session Policy qui peut être fait en fonction de qui vous êtes et en fonction de sur quel poste vous fournissez du support à un instant T. Donc voilà pour tous ces outils-là. Je pense que ça vous a donné un bon aperçu, une bonne vision de tous les outils et de toute la richesse fonctionnelle du produit Remote Support. Quand on est un technicien de support, c'est quand même un outil qui est assez incroyable et plutôt très 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 efficace. Et finalement, quand on est utilisateur et qu'on a des problèmes, on s'en aperçoit aussi parce que les problèmes sont résolus beaucoup plus vite, en règle générale, au premier appel. Donc, ça clôture cette session du Tech Talk, encore une fois sur les outils de session Remote Support. Merci déjà d'y avoir de nouveau assisté pour la plupart d'entre vous. Je vous rappelle, comme toujours, les liens pour la partie replay, pour la partie inscription. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une session qui, je dis bien je pense, portera sur Privilege Management for Mac. C'est des sujets qui ont été très peu traités. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, j'avoue, il faut que j'ai pas de contenu encore tout de suite. Donc, j'ai 2 semaines devant moi pour essayer d'avoir ça. Donc, c'est mon objectif, en tout cas, c'est de vous faire une session sur la partie Privilege Management for Mac. Si jamais ça change, vous en serez bien sûr averti, mais ce sera tout aussi intéressant, j'en suis certain. Merci en tout cas à tous d'avoir assisté à cette session et je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.